Mesdames et messieurs, bonjour et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont voici les principaux faits. Clôture d'une formation en faveur des nouveaux recrues de différents ministères organisée par le ministère du Travail à l'INAP. Et au Venezuela, une panne générale d'électricité géante à Caracas et dans la moitié du pays. Merci à vous de nous rejoindre. Sous l'égide du secrétaire général du ministère du Travail chargé de la réforme d'administration, l'Institut national d'administration publique, l'INAP, a clôturé hier une formation d'accueil et d'intégration à l'intention des nouveaux recrues des différents départements ministériels. Cette formation a duré 3 jours. Cette dernière s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed, ainsi que du directeur général de l'INAP, Shalmak Idriss, et du conseiller technique du ministère du Travail, Ali Mohamed Kamil. Cette formation a été animée par des différents experts nationaux et s'est poursuivie du 5 au 7 mars. Et cela vient donc dans le cadre du renforcement des capacités de nouveaux cadres et secrétaires des différents départements ministériels du pays. Et l'objectif donc de cette formation vise à améliorer les compétences des agents des différents ministères concernés afin de faciliter et de fournir des services aux citoyens. Et le directeur de l'INAP, Shalmak Idriss, a déclaré donc cette formation servir aux nouveaux recrues des différents ministères. Et le conseiller technique du ministère du Travail a souligné pour sa part que cette formation pour chaque nouvelle recrue du cadre fonctionnaire des différents ministères. Et dans son allocution, le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed, a souligné l'importance que revêt cette formation pour tous les participants et cadres des différentes entités ministérielles. On l'écoute. Dans le cadre de la réforme, une carte de formation diffusée par l'INAP est dispensée en renforcement des capacités des agents de l'État. Un des volets concerne l'accueil pour informer les stagiaires sur les principaux enjeux auxquels ils seront confrontés dans leur vie professionnelle. Il s'agit d'informer et de doter les fonctionnaires de méthodes et de techniques pour l'exercice de leur métier. La fonction publique est contrainte d'évoluer et de s'adapter afin d'élaborer des gestions plus modernes et plus souples. Dans l'approche managérielle de la réforme que nous avons privilégiée, l'éthique et le code de bonne conduite sont les éléments prioritaires. La formation permanente est un droit qui vous est reconnu pour vous permettre tout au long de votre vie d'acquérir des connaissances et valoriser vos aptitudes. Je vous souhaite succès dans votre vie professionnelle. Le ministère de la Santé poursuit sa campagne intitulée Zéro cataracte à Djibouti. En effet, après la phase de dépistage d'une semaine, la campagne Zéro cataracte en République de Djibouti est entrée dans sa phase opératoire, visant donc à éliminer le fléau de la cataracte à Djibouti. Les responsables du ministère, accompagnés du président de l'Agence nationale des personnes handicapées de Ali Saïd, ont effectué donc une visite des lieux pour constater la bonne marche de cette campagne d'envergure nationale. Le ministère de la Santé a lancé un appel à la participation à l'endroit des patients djiboutiens souffrant des problèmes de malvoyance dus à la cataracte, rappelant par ailleurs que cette campagne d'opération de la cataracte se poursuivra également dans les régions de l'intérieur, à Dikil pour le sud et à Tadjoura pour les régions du nord du pays. Et les responsables ont exprimé également leur pleine satisfaction quant au déroulement de cette campagne menée par le ministère de la Santé et visant à combattre efficacement la cécité et la malvoyance en République de Djibouti. Chirurgie de cataracte au centre Husseina, principalement destinée pour les gens de Djibouti, la capitale, et la région d'Arta. Donc le déroulement se passe bien, les patients sont là, les chirurgiens sont là. Et nous sommes en train de continuer jusqu'au 14 mars ici à la capitale.
Les délégations des partis amis du RPP ont effectué lundi des visites de ports et des zones franches de Djibouti, à partir de l'hôtel Kempinski où étaient installées. Les délégations des partis amis du RPP ont été accueillies à leur arrivée par le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadiya. La première étape de la visite des délégations a débuté avec le terminal à conteneurs de Doralé. Les délégations ont entouré les explications des activités de ces établissements par les hauts cadres en poste dans ces différentes institutions. Accompagné du président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, la seconde étape de la visite a été le Doralé Multipurpose Port ou le DMP. En fin d'après-midi, ce fut surtout de la zone franche internationale du PK23 qui ont été visités par les partis amis par les pays les amis du parti RPP. Et ce communiqué nous parvient de l'ambassade de Djibouti en France qui dit, je cite, l'ambassadeur de la République de Djibouti en France, Ayed Moussaïd Yahya, a été reçu le 6 mars dernier par la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mouchikawabo, qui a pris ses fonctions en janvier 2019. La secrétaire générale a d'emblée chargé l'ambassadeur de transmettre au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh ses amitiés et sa haute considération en parlant d'un leader visionnaire qui a permis à son pays de rayonner sur la scène régionale et internationale et dont elle a pu voir les grandes avancées et infrastructures qui ont été réalisées. Lors de cet entretien, la secrétaire générale et l'ambassadeur ont évoqué les relations entre l'OIF et notre pays et ont fait un tour d'horizon de la situation régionale de la Corne de l'Afrique. Elle a également exprimé sa ferme volonté de s'impliquer davantage dans la coopération entre la République de Djibouti et l'Organisation internationale de la francophonie, tout en confirmant sa visite officielle à Djibouti avant la fin de cette année en cours. L'ambassadeur et la secrétaire générale se sont félicités également de la concordance des points de vue sur les questions relatives à l'espace francophone et l'ambassadeur a à son tour assuré la secrétaire générale de sa disponibilité à œuvrer au raffermissement de ces relations. Et également dans l'actualité, dans le cadre du projet Mon école à moi, la 4e journée d'action éco-citoyenne a vu une forte mobilisation des forces vives et de la communauté socio-éducative dans l'ensemble des régions de l'intérieur. La population civile et de nombreuses personnalités se sont mobilisées et ont fait le tour d'établissements dans les chefs-lieux et les localités des régions de l'intérieur. Ensemble, les élèves, leurs enseignants, les parents ainsi que les riverains des écoles ont assuré les opérations de ramassage d'ordures, de peinture et de réfection des murs et pose de carrelage. Les leaders associatifs et communautaires et les notables des différentes cités ont donné main forte dans ces travaux de réparation et de remplacement des appareillages électriques défectueux. Et les officiels ont mis la main à la pâte et ont partagé la ferveur des enseignants, élèves et parents, mais aussi personnalités et anonymes qui ont participé aux travaux d'entretien et d'embellissement des salles de classe, blocs administratifs et des sanitaires. Tant et si bien que rien n'a été laissé au hasard dans chacun des établissements scolaires qui ont refait peau neuve en une journée d'action et de mobilisation. Ainsi, les activités ont permis aux établissements scolaires de refaire peau neuve en cette 4e journée d'action et de mobilisation. Une forte mobilisation qui démontre une fois de plus l'éveil de conscience et l'appropriation du projet Mon école à moi par la communauté nationale qui s'implique pleinement dans les activités mensuelles de nettoyage et de bichonnage d'établissements scolaires. Ainsi à l'image des 2 premières journées, ce 4e acte de la journée éco-citoyenne a été marqué par la participation de chaque citoyen qui est retourné dans son ancienne école de base pour participer aux travaux avec les enseignants et les élèves et les cadres du MENFOP. Écoutons à présent les réactions des responsables présents lors de cette 4e journée. Ce matin, en premier lieu, le préfet de la région, les élus de la région, les parlementaires de cette région, les parents d'élèves, les élèves, les autorités militaires, personne n'est épargné pour donner une ampleur vraiment extraordinaire à cette journée citoyenne. Comme vous le savez, cette journée citoyenne est à sa 3e phase. Donc c'est une journée qui a été initiée par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur Moustapha Mohamed Mahamoud. Cette journée pour donner beaucoup plus de l'ampleur, pour vraiment rendre plus propre l'environnement immédiat des établissements scolaires. Un hommage vraiment très appuyé aux chefs d'établissement qui sont le fer de lance de cette journée citoyenne au sein de chaque établissement respectif.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande dans les régions du Sud, notamment dans la région de l'Unité, les éléments de la douane et de la police nationale ont fait donc face contre la lutte une nouvelle fois contre la contrebande, une collaboration avec les forces nationales de la police ainsi que les éléments de la douane de Dikil. Ces derniers ont intercepté donc hier à la rentrée de la ville de Dikil une quantité importante de khat en provenance d'Éthiopie à travers donc dans les environs de Mouloud. Ce lot de khat composé de 14 colis de 30 kg chacun, soit 420 kg au total, transportés à dos par des coureurs. Ces opérations effectuées sous l'autorité du responsable de la brigade de douane de Dikil, Moussa Omar, en collaboration avec la police nationale, ont aussitôt procédé donc à la destruction de ces produits de contrebande par le feu sur place. Le directeur général de la douane et des droits indirects, Gouled Ahmed Youssouf, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane de la police nationale pour leur collaboration contre la lutte de contrebande, des produits de contrebande. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. En plus de la crise économique, une plaie supplémentaire touche le Venezuela. Le pays aux deux présidents a été plongé dans le noir pendant plusieurs heures. Après une panne électrique, le gouvernement dénonce un sabotage. Le Venezuela a connu donc une panne d'électricité de près de 8 heures. Donc le 7 mars, hier, la grande majorité du pays s'est trouvée plongée dans le noir. Métro, Internet et téléphone étaient inopérants, de même que la distribution de l'eau. Sur Twitter, Nicolas Maduro a accusé les États-Unis de sabotage. Près de 8 heures après le début de la panne, les lumières ont commencé à se rallumer dans certains bâtiments de l'est de la capitale. Les lignes téléphoniques et Internet ont été également brusquement interrompues, ainsi que la distribution de l'eau assurée par des pompes électriques dans certains immeubles. Les coupures de courant sont habituelles au Venezuela, voire chroniques dans l'ouest, mais elles sont plus rares à Caracas, surtout de cette ampleur. Hormis les bâtiments alimentés par générateurs, la ville, considérée comme l'une des plus dangereuses au monde et régulièrement désertée après la tombée du jour, était également plongée dans l'obscurité. La Corée du Nord a reconstruit un site de lancement de fusées. Selon les experts américains, la Corée du Nord aurait terminé la reconstruction du site de lancement de fusées qu'elle avait commencé à démanteler au risque de tensions avec les États-Unis après l'échec du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Le site de lancement de fusées que la Corée du Nord avait commencé à démanteler dans le cadre de son rapprochement avec les États-Unis est à nouveau opérationnel après avoir été rapidement reconstruit par Pyongyang, ont rapporté hier des experts américains. La veille, sur la base d'images prises donc tout début mars, ils avaient fait état d'un début de reconstruction entamé juste avant ou juste après le sommet au Vietnam où le président des États-Unis et le dirigeant nord-coréen avaient échoué fin février à conclure un accord même partiel sur le désarmement nucléaire nord-coréen. Donald Trump avait prévenu donc mercredi qu'il serait très déçu par l'homme fort de Pyongyang si ces informations devaient se confirmer. Une mise en garde réitérée donc hier par son conseiller à la sécurité nationale John Bolton. Et enfin, pour la première fois de l'histoire, 2 femmes astronautes dans l'espace, 2 femmes aux manettes de la station spatiale américaine. Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire de la conquête spatiale. Le 29 mars prochain fera donc date avec la sortie dans l'espace d'un binôme entièrement féminin. Les astronautes Christina Koch et Anne McClain constitueront ce duo pionnier. Selon un communiqué de la NASA publié hier, elles seront chargées de remplacer des batteries installées cet été à l'extérieur de la station spatiale internationale, une mission qui devrait durer en tout 7 heures. Le départ de l'astronaute Christina Koch pour l'espace est prévu pour le 14 mars. Elle y rejoindra sa collègue Anne McClain, déjà à bord de l'ISS. Au sol, les 2 scientifiques recevront le soutien de Marie-Laurence, directrice des vols de la NASA, et de Kristen Fasciol de l'agence spatiale canadienne au centre spatial Johnson à Houston, au Texas. Si Christina Koch et Anne McClain peuvent être fiers de réaliser ce pas de géant, elles ont toutefois été devancées 35 ans plus tôt par la cosmonaute soviétique Svetlana Savitskaya, qui avait alors été la première femme dans l'espace le 25 juillet 1984. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.